La France sur le toit du monde, véritable démonstration de force des Bleus cet après-midi au stade Louzhniki de Moscou. En finale de la Coupe du Monde Russie 2018, Paul Pogba et ses coéquipiers n'ont pas fait dans la dentelle face aux Croates. 4-0, le sacre suprême pour l'équipe la plus solide de ce mondial. Le délit total pour les supporters en France, notamment, comme on va le voir sur les Champs-Élysées. Avis à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vigilance, vigilance, ils sont là, ils rôdent et ne manquent pas d'idées pour vous faire les poches. Des cybercriminels couramment appelés brouteurs, un faux profil, des propositions alléchantes. Le mode opératoire est toujours le même et malheureusement, ils sont nombreux à tomber dans le panneau. C'est le grand format de ce journal à suivre dans quelques instants. Le commissaire Batinda Yoni, directeur de la lutte contre la criminalité, est notre invité. Et puis c'est un début de campagne agricole pour le moins capricieux dans la plupart des régions. L'heure est encore au semis, au lever pour les plus précoces. Les producteurs scrutent le ciel, les pluies se font attendre. De quoi nourrir bien des inquiétudes. Côté météo, on se veut rassurant. Le point de la situation dans ce journal. L'armée israélienne qui pilonne les positions militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Au moins 2 Palestiniens ont été tués dans ces raids menés la nuit dernière et considérés comme les plus importants depuis 2014. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une deuxième étoile sur le maillot des Bleus. Après 98, l'équipe de France vient de remporter la Coupe du Monde. Une campagne de Russie couronnée de succès pour une équipe solide et efficace dans cette finale. Paul Pogba et ses coéquipiers n'ont jamais tremblé. Score final 4-2 face à la Croatie. Les temps forts du match avec Alpha Ouattara. La France, championne du monde, 21e édition. 20 ans après, la France est championne du monde de football. 20 ans après, Didier Deschamps remporte le titre mondial, à la fois comme joueur et comme entraîneur. 20 ans après, les Français peuvent exulter. C'est beau, c'est génial. Bravo aux Bleus. Des Bleus qui ont eu peur lors de ce match peu maîtrisé et qui ont réalisé le scénario parfait en ouvrant le score sur la première action dangereuse. Griezmann tire le coup franc. Mario Mandzukic dévie malencontreusement le ballon dans ses propres filets. Quel réalisme côté français. La Croatie doit désormais réagir et tenter d'inverser la tendance. Monsieur Pitana qui ne siffle pas la vidéo. Elle réagit en l'espace de 10 minutes. Perejus reçut un contrôle magnifique. Mandzukic, Lovren avec Vidal. Et enchaîne du gauche. Oh, un but partout. La France est dominée. Et c'est sur coup de pied arrêté. Une fois de plus que la France reprend l'avantage. Cette fois-ci, c'est un pénalty discutable que Griezmann transforme. 2-1 pour la France à la pause. La France a mal joué, mais la France mène au score. Et la France est invaincue à chaque fois qu'elle a mené au score à la mi-temps dans cette Coupe du Monde. Averti, la Croatie appuie sur l'accélérateur dès la reprise. Il faut revenir au score. Hélas, 59e minute, contre le coup du jeu, la France fait le break. Pogba lance Mbappé qui prend de la vitesse et finit par centrer pour Griezmann qui décale Pogba. Dans la surface, Kylian Mbappé, le centre de Mbappé pour Griezmann. Le milieu de terrain français se reprend et trompe Zubajic de gauche. La France mène pas 2 buts d'écart. Elle prend le large à la 65e minute, bien décalé par Hernandez. Mbappé dans l'axe arme sa frappe et trompe Zubajic. 4-1 pour la France. La réduction du score sur une erreur de Hugo Lloris est anecdotique. La France accroche une deuxième étoile. Champion, les champions tricolores, en tout cas, quelle liesse. Voilà le délire à Paris et dans toutes les grandes villes de France. Comme vous allez le voir sur les images, les supporters ont envahi tous les espaces publics. Les Champs-Élysées, évidemment, noirs de monde pour célébrer le sacre suprême des Bleus. Des scènes de liesse qui se poursuivent. La nuit va sans doute être longue dans l'Hexagone en attendant le retour des héros à la maison. Voilà, et pour parler donc de cette finale, Lassina Sawadgo est sur ce plateau. Bonsoir Lass. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors on peut dire que ce n'est peut-être pas l'équipe la plus flamboyante, mais c'est la plus solide et la plus efficace qui a gagné. Oui, c'est peut-être cela l'équipe qui a montré plus de solidité défensive surtout. On l'a vu autour de pendant cette Coupe du Monde.
La meilleure façon de pouvoir gagner, c'est d'être d'abord solide derrière. Et la France a montré beaucoup de solidité derrière. Après, avec des joueurs, comme vous avez cité tout à l'heure, comme Paul Pogba et les autres, ils ont pu faire la différence pour aujourd'hui être sur le toit du monde. La Croatie a un lot de consolation. Modric est désigné meilleur joueur. Oui, c'est un petit pays. On va le rappeler aux téléspectateurs de 4 millions d'habitants. On ne s'attendait pas à voir ce pays-là, à ce stade de la compétition. Bon, normalement, ils ont pu se faire un trou, ils sont arrivés en finale. Et puis, vous l'avez dit, le facteur X de cette équipe de Croatie, c'est Luka Modric qui joue au Real de Madrid. Près de 63 km de parcours pratiquement en moyenne par match. Aujourd'hui, il est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il a remporté la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Il peut d'ailleurs postuler au titre de Ballon d'Or pour cette saison. Pour cette saison. Un mois de compétition, on l'a suivi de bout en bout. D'une manière générale, quels sont les enseignements qu'on peut tirer à chaud de cette édition de la Coupe du Monde? Écoutez, j'ai demandé les enseignements à chaud déjà, c'est le quatuor. C'est le quatuor, c'est la France, c'est la Croatie, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre. Ce n'étaient pas les pays les plus attendus à ce stade de la compétition. C'est l'échec des soi-disant grands. On parle de l'Allemagne, on parle du Brésil, on parle de l'Espagne, on parle de l'Argentine. Ce sont des pays qui ont échoué, qui sont sortis avant donc le dernier carré. C'est dire qu'il n'y a pas de favoris avant la compétition. Les favoris, c'est sur le terrain et les équipes qui sont les mieux préparées et qui ont cette capacité d'avancer, mais d'avancer en montant en puissance, sont ces équipes-là donc qui peuvent arriver. Et ce n'était pas les équipes africaines? Non, ce n'était pas les équipes africaines. J'allais en venir, des pays africains, bien sûr. C'était un enseignement malheureux. Il y a très très longtemps, on n'a pas vu une seule équipe africaine arriver donc au second tour. Ça a été le cas cette année. Il va falloir se préparer pour être encore plus compétitif à la prochaine édition de la Coupe du Monde. Au Qatar? Au Qatar, en 2022, ça va se dérouler autour de octobre, novembre, compte tenu bien sûr des pointes de chaleur qu'il y a en été du côté du Qatar. C'est dans 4 ans. Le président de la FIFA est en train de s'activer pour voir si on pourrait passer à 48 équipes déjà du côté du Qatar. Ce sera une information qui sera communiquée dans les jours à venir, les semaines à venir. Mais il faut se le dire, Emmanuel. Gianni Infantino l'a dit, c'est la meilleure Coupe du Monde jamais organisée dans le monde. Et ça a été en Russie malgré toutes les appréhensions qu'on avait au départ. La Russie a réussi son mondial. Il faut dire bravo à la Russie pour ce mondial réussi. Nous, sur la RTB, nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre les 32 matchs. L'apothéose a eu lieu aujourd'hui et nous en sommes très fiers. Et la RTB sera là également en 2022, s'il vous plaît. La RTB sera en 2022. Demain, c'est lundi, il y a le magazine bilan déjà de cette Coupe du Monde. Nous serons tous là autour de tout le service des sports pour vous faire déjà un premier bilan de cette Coupe du Monde qui s'achève aujourd'hui. Alors, rendez-vous demain à 21h. Merci Lassina Saorgo d'être passé sur ce plateau. Suite de ce journal, je vous le disais, ils sont passés maîtres dans l'art de l'arnaque sur les réseaux sociaux. Les cybercriminels, encore appelés brouteurs, gare aux naïfs, car ils ne manquent pas de subterfuges cachés derrière de faux profils. Ils se font passer pour vos amis. La plupart des internautes ont croisé au moins une fois leur chemin. Et si certains en gardent un souvenir très amer, d'autres plus avertis ont su déjouer les pièges. Constat, Kwale Nebié et Vincent Kendribego. Sur la toile, ils vous proposent une bonne affaire pour laquelle vous devez débourser de l'argent, ou disent qu'ils sont en difficulté et demandent de l'aide. Ils sont parfois insoupçonnés, mais en réalité, ils sont des brouteurs, des escrocs en fait. Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont déjà eu affaire à ces individus. J'ai été victime. C'est genre une personne qui me fait croire que lui, il est à l'extérieur, un truc quoi. Que maintenant, il a fait venir des marchandises ici. Et ça y est au port. Et si moi je peux essayer de lui envoyer de l'argent, parce que quand lui il est rentré sur mon profil Facebook, il a vu que je suis quelqu'un de bien, un truc comme ça, il a commencé à papoter. Moi il sait que c'est un menteur. Il m'a même envoyé un numéro de code, il me dit voilà que tu peux balancer l'argent sur ce compte. Une fois j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux me faisant comprendre qu'ils ont envoyé un colis de Bénin, un colis plutôt du Canada qui vient d'arriver de Bénin. Et de Gouret a envoyé une somme de 60 000 francs. Que après ça, ils vont m'envoyer le colis qui se trouve au Bénin. Et je suis reparti sur les réseaux sociaux. Le nom de la personne, c'était une dame. Maintenant, sur sa photo de profil, c'était un garçon. Voilà, j'ai essayé de le convaincre de m'envoyer sa propre photo d'abord que je puisse vérifier. Non, le gars a refusé. Omar ne s'est pas fait avoir, Mokhtar non plus. Pour lui, pas question de sortir le moindre copec à la demande d'un individu malveillant. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui vient me proposer que j'ai effectué un voyage, j'ai envoyé du matériel au Bénin à une sœur qui
qui se trouvent être au pays, ben, tu donnes des numéros, de rentrer en contact avec ces gens, bon, voilà la somme qu'il faut payer. Bon, c'est quand même un peu facile, quoi. Bon, quand je reçois des messages de ce genre, j'ai ri. Après avoir lu ces messages, j'ai ri et puis je les supprime, tout simplement. Voilà. Parce que je sais que ça ne tient pas la route. Beaucoup, cependant, ont bien appris la leçon, mais trop tard, après avoir été arnaqués. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Et moins de choses, ils se laissent embobiner facilement, sans chercher à comprendre. Des gens qui se sont fait arnaquer par ces brouteurs. Généralement des commerçants et d'autres. Bon. Quand on te pose une situation, il faut essayer d'aller un peu au-delà de ce que tu as vu. Dans ce monde virtuel, quelle cyberpolice pour une cybersécurité? La première solution serait la prudence de la part des cybercitoyens. Et comme annoncé en titre, le commissaire Bantida Samir Yoni est sur notre plateau. Vous êtes le directeur de la lutte contre la cybercriminalité au ministère de la Sécurité. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on l'a vu dans le reportage, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, commissaire. C'est cela. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? D'accord. Avant tout propos, permettez-moi de remercier la hiérarchie et aussi la RTB pour l'occasion que vous nous donnez. Pour revenir à votre question, il faut dire que le constat est bien réel. La situation devient de plus en plus inquiétante. En janvier 2018, à la sortie du Forum international sur la cybersécurité, il ressort que la cybercriminalité se positionne en deuxième position après le terrorisme. Pour dire à quel point le phénomène est vraiment assez inquiétant. Et à cela, d'ici l'horizon 2025-2030, elle risque de prendre la première place avec l'arrivée des objets connectés. Voilà, donc, et si nous prenons le cas de Burkina Faso, il faut noter que nos services de sécurité, chaque jour, enregistrent plusieurs cas. Nous avons le trimestre passé où nous avons plus d'une dizaine d'opérateurs économiques qui ont été victimes. Et si nous voulons faire le cumul, ça remonte à plus d'une vingtaine de millions. Alors, commissaire, dites-nous, d'une manière générale, quels sont les modes opératoires les plus courants? Ok, merci. Pour les modes opératoires les plus courants, il faut dire que derrière, en amont, il y a un travail de fond qui se fait, que nous appelons le phishing. Le phishing, c'est quoi? C'est récupérer des informations de façon frauduleuse d'une personne afin de l'utiliser à mauvais escient. Donc, ces cybercriminels font des investigations sur leurs victimes à travers les réseaux sociaux, à travers les sites web de différentes structures. Après avoir récupéré ces informations, c'est là qui vous lance l'appât. Vous êtes contacté par une structure désirant vous accompagner dans vos activités. Et comme déjà les recherches qui ont fait sur vous, en échangeant avec vous, vous vous retrouvez dans les échanges. Voilà. Et pour vous rassurer, souvent ils vous demandent de contacter quelqu'un d'une structure ou d'une ambassade pour vous rassurer que c'est vraiment un pays qui veut vous accompagner. Vous contactez la personne, il prend l'accent de ce pays pour vous dire, bon voilà, ne vous inquiétez pas, c'est ce pays qui décide à travers leur structure de vous accompagner dans vos activités. On a également les faux profils. Justement, nous avons aussi les faux profils où des personnes, là nous avons pour les cas de faux profils, là, le cas que nous rencontrons c'est pour le Moenga, où des instituts pharmaceutiques soi-disant créent des profils et contactent les opérateurs économiques de manière qu'ils soient les points focaux pour les transits du Moenga vers l'Europe. Et comme le marché a été alléchant, ils jouent le jeu, malheureusement. Alors quel est le profil de ces cybercriminels? D'accord. Pour le cas de Burkina, nous enregistrons plusieurs types. Ceux qui sont là juste pour des gains. Et il y a ceux aussi qui veulent juste montrer qu'ils connaissent, le savoir. Parce qu'en 2017, par exemple, nous avons eu des cas où c'était des jeunes de notre pays, si je ne me trompe pas, du Zimbabwe, qui ont juste attiré l'attention des structures ou des sites web d'une entreprise privée pour les faire comprendre que leur site n'était pas sécurisé. Et le cas de Burkina, si c'est par rapport au cyber-arnaque, là, d'habitude, le cas que nous rencontrons, ce sont des gens qui sont de la sous-région, qui sont d'autres pays, vous voulez dire? Qui sont d'autres pays, justement, et qui, par des relations d'un point focal ici au Burkina, ils arrivent à récupérer des informations et à mener les arnaques. Alors, à votre niveau, vous l'avez dit, on a vu que ces cybercriminels ne manquent pas d'idées. Alors, quels sont les moyens de lutte aujourd'hui? Comment se mène ce combat-là? Ok. Il faut dire que nous avons su, heureusement que, Dieu merci, notre ministre en tutelle a su nous comprendre, nous accompagner dans cela. En 2016 et en 2017, nous avons pu couvrir toutes les 13 régions de Burkina Faso. Parce que, comme c'est un nouveau phénomène, il était important que les forces de l'ordre soient
soit sensibilisés sur le nouveau phénomène. Parce qu'en 2016, durant la Semaine nationale d'Internet, certaines personnes sont venues vers nous parce que nous avons eu la chance d'être accompagnés par le ministère de l'économie numérique qui nous a bien offert un stand pour que nous puissions exposer. Comme quoi ils sont allés vers les services de sécurité et ils n'ont pas eu de réponse. Cela nous a interpellés et le ministre nous a su nous accompagner pour que nous puissions couvrir les 3 régions. D'une part, pour faire savoir qu'est-ce que c'est que la cybercriminalité, les différents textes qui cadrent la cybercriminalité pour que les forces de l'ordre puissent mieux lutter. Et aussi, il y a le ministère de l'économie numérique qui nous accompagne chaque année durant le plateau de la SNI pour que nous puissions toucher un plus grand nombre. Parce que le moins... Mais il faut que vous-même vous maîtrisiez déjà. Oui, à ce niveau, c'est déjà un acquis parce que pour le cas, par exemple, de la police nationale, depuis 2014, nous avons plus d'une vingtaine d'ingénieurs en informatique. Moi-même, je suis un ingénieur en sécurité informatique, donc du domaine. Nous avons plein d'autres qui sont avec nous, qui sont du domaine et qui travaillent à HPI pour pouvoir combler ce vide-là. Alors, comme vous l'avez dit également, la cybercriminalité ne connaît pas de frontières. Il n'y a pas de frontières sur la toile. Est-ce que vous collaborez avec les services de sécurité des autres pays pour pouvoir contrer ce phénomène-là? D'accord, merci. Il faut dire que pour lutter contre la cybercriminalité, sans la collaboration, on ne peut rien faire du tout. Dans ce sens, en novembre 2017, nous avons eu à participer à une activité du Conseil de l'Entente qui regroupait les 5 pays membres du Conseil de l'Entente, où le thème principal c'était sur la cybercriminalité. Parce que ça ne touche pas que le Burkina, ça touche les pays voisins, comme on le disait. Et à travers cela, nous avons pu mettre en place des relations entre le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger. Et aussi, il y a une structure francophone, qui est une organisation des pays francophones, police des pays francophones, qui est en charge aussi de la lutte contre la cybercriminalité. Et aussi, il y a Interpol qui nous assiste vraiment dans cette lutte-là pour nous aider à pouvoir interpeller quelqu'un de notre pays. Alors, pour finir, commissaire, on a beaucoup d'internautes, beaucoup de Burkinabés, de jeunes Burkinabés de tous les âges, disons, oui, qui sont sur les réseaux sociaux et qui rencontrent chaque jour des faux profils. Quels sont les conseils en la matière? Ok, il faut dire d'une manière générale, ce que nous appelons, il faut avoir une bonne hygiène numérique. C'est important. Tout ce que vous faites, et il faut que vous sachiez que l'Internet n'est pas limité qu'au Burkina parce que c'est un truc mondial. Donc, ne partagez pas vos informations personnelles si ce n'est qu'avec une personne bien précise, en fait. Voilà, évitez de partager vos images, évitez de cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas, et évitez de faire confiance à quelqu'un qui est derrière l'Internet, derrière un navigateur. Il y a un colonel-major de l'armée qui a eu à dire cela. Celui qui est derrière l'interface, il peut être chauve et il se dit qu'il est une fille. Et derrière, vous ne pouvez pas vérifier cette information en fait. Donc c'est une situation que j'aime bien dire pour dire, faites attention parce que celui qui est derrière de votre interlocuteur là, il peut être juste un yadra qui a faim et qui cherche justement à trouver son pain à travers un gourmaché. C'est bien envoyé, monsieur le gourmaché. Bonsoir, commissaire. Et puis, en tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. En rappel, mesdames et messieurs, commissaire Bantida Samirioni est donc le directeur de la lutte contre la cybercriminalité au ministère de la Sécurité. Il est venu évoquer cette question de la lutte contre la cybercriminalité actuellement au Burkina Faso. Des producteurs anxieux qui scrutent le ciel, le tableau est le même un peu partout en ce début de campagne agricole. Qu'à cela ne tienne, ils sont dans les champs et mettent du cœur à l'ouvrage. Beaucoup sont encore au stade de semis. Qu'ils se rassurent, insiste la météo, les précipitations seront de retour dans les jours à venir. Le point avec Ernest Kambiré. Région agricole du plateau central, site de production de Nagringo. Nous sommes mi-juillet et la campagne agricole tarde à s'installer véritablement par ici. Les opérations culturelles se résument par endroits au labour, semis et ressemis faute de pluie agricole et cela inquiète les acteurs. Il ne pleut pas ici. Cela fait une dizaine de jours. Je suis en train de procéder à des ressemis. La saison n'est pas bonne, faute de pluie. Il a plu ici depuis 2 semaines et cela nous inquiète. Dans cette région agricole, les cumuls pluviométriques enregistrés depuis l'installation de la saison sont très faibles. Cela fait d'ailleurs plus d'une dizaine de jours qu'aucune pluie agricole n'est tombée dans cette localité. Et en cette matinée du 14 juillet, tout comme les jours précédents, les producteurs scrutent le ciel à chaque instant. Nous sommes inquiets. D'habitude, en mois de juillet comme ça, presque les semis doivent être finis. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des gens qui n'ont pas encore fini de semer leur sorgho là. Alors que d'habitude, peut-être la deuxième semaine du mois de juillet comme ça, cela doit réserver l'haricot et puis les autres cultures.
Loin d'être parmi les localités qui enregistrent à ce jour des poches de très faible pluviométrie au plan national comme le Kouritenga, le Nametenga, le Boulgou et la Nyanya dans l'est du pays, la situation au plateau central s'explique. Et pour les experts de la météo, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'organisation de la pluie peut être locale, c'est-à-dire que les manifestations peuvent être très locales et des manifestations peuvent être organisées et venir de très lointain. Alors, en début de campagne, généralement, on peut observer les deux types de manifestations et lorsque les conditions sont réunies, effectivement, on peut enregistrer des pluies sur une envergure assez grande. Mais lorsque les conditions ne sont pas réunies, ce sont des manifestations locales sur des régions. Donc, c'est l'observation de ces différents paramètres qui nous permettent d'expliquer pourquoi il y a de la pluie en certains lieux et pourquoi pas il n'en a pas dans certaines localités. Selon les experts de l'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, la situation est en train de se normaliser par rapport à la normale et à la pluviométrie au 10 juillet. Actuellement, les pluies observées seront régulières, notamment au sud-est du pays et dans la partie sahélienne, et plusieurs localités ont une pluviométrie comparable à cette période normale. Le constat actuel, c'est que la prévision qui a été livrée au 31 mai est en train de se réaliser, surtout en termes de séquences sèches et de début tardif des précipitations, de l'installation de la saison. Également, c'est vrai que le ressenti sur le terrain est qu'il ne pleut pas, ainsi de suite. Mais quand on refait les analyses, effectivement, on trouve une grande poche de sécheresse au niveau du centre-est qui est là. Mais de façon globale, on a des situations excédentaires au niveau de l'est du pays et aussi du nord également. Et des situations normales un peu sur le nord de la région du nord. Globalement, avec les précipitations qu'on est en train de recevoir, la situation tend à s'améliorer en termes de quantité. S'il est vrai qu'à la date du 10 juillet, sur l'ensemble du pays, la météo a enregistré une situation déficitaire, une situation similaire à excédentaire est à observer par endroits et par rapport à la normale. Sur le plan agricole et par rapport aux semis, l'espoir n'est pas perdu pour peu que des variétés adaptées à chaque région climatique soient utilisées, foi des experts de la météo. Josué Ango, voici un nom qui ne vous dit certainement pas grand-chose. Eh bien, sachez que ce Burkinabé est considéré comme un héros de la lutte contre le trafic des personnes par les autorités américaines. Notre compatriote a même reçu une distinction des mains du secrétaire d'État américain le 28 juin dernier à Washington. De retour au pays, l'une de nos équipes de reportage est allée à sa rencontre. C'est un portrait de Roger Bembamba et Vincent Kendrebego. Il est pour les États-Unis un héros de la lutte contre le trafic des personnes. Le Burkinabé Josué Ango a reçu sa distinction des mains du secrétaire d'État Mike Pompeo et de Ivanka Trump, fille et conseillère spéciale du président américain. Fraîchement rentré au bercail, le lauréat nous ouvre sa porte. Peut-être ce qui a valu cette distinction, c'est vraiment la particularité avec laquelle je fais mon travail. Je me suis engagé pleinement à remplir mon devoir et dans la mesure du possible et en fonction des moyens qui sont mis à ma disposition. Et même, je vais au-delà en fonction des ressources personnelles que je possède, m'engager entièrement et pleinement, être dévoué à la cause des enfants et à la cause des personnes vulnérables. Au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Josué Ango s'illustre comme un combattant du trafic des personnes avec un accent sur la violence faite aux enfants. Son bureau est tout orné d'attestations qui reconnaissent son engagement. Et que ce soit les abus physiques, les violences sexuelles, la traite, les pires formes de travail, je dirais les enfants et jeunes en situation de rue, le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue, tous ces phénomènes qui mettent les enfants en danger, je suis en charge de développer des politiques, des programmes, des projets, des stratégies pour lutter contre ce phénomène. Encore plus motivé par sa nouvelle distinction, Josué Ango veut maintenir le cap. Ensuite, c'est une interpellation à ce que nous ne soyons pas constants ou que nous ne baissons pas les bras et que nous puissions faire mieux l'année prochaine pour vraiment monter au classement. Déjà, plusieurs projets lui passent par la tête. Des projets qu'il souhaite réaliser avec des partenaires au bénéfice de l'enfance et de la jeunesse burkinabé.
Page santé de ce journal et on s'intéresse ce soir aux maladies des yeux. Le constat est là, elles sont de plus en plus nombreuses. Les plus fréquentes, les allergies, mais aussi les traumatismes. À la veille de l'ouverture du 5e congrès des ophtalmologistes, l'une de nos équipes a fait un tour au service d'ophtalmologie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. C'est un constat signé Alidou Badini et Maïmouna Traoré. Service ophtalmologique de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Nous sommes vendredi, un jour consacré au contrôle et aux urgences. Abdallah a rendez-vous avec le médecin. Victime d'un traumatisme oculaire suite à une dispute avec son camarade, il y a été référé pour des soins appropriés. Si Abdallah recouvre rapidement la vue, ce n'est pas le cas de cet enfant. Il souffre d'un traumatisme de l'œil avec infection de la plaie du cornée. On lui a demandé d'attraper un portable pour éclairer afin de permettre à son frère de couper la viande. Et c'est dans la manipulation que le couteau a piqué son œil. La petite Doris, elle, souffre d'une pathologie oculaire depuis sa naissance. Quand on m'a amené le bébé, j'ai constaté qu'elle larmoyait. Maintenant, j'ai demandé si c'était normal. Ils m'ont dit que ça peut arriver, mais ils vont me donner un traitement. Donc, je fais le traitement. Après cela, 2 mois après, j'ai constaté que ce n'est pas parti. Donc, on m'a orienté ici. Depuis qu'on m'a donné le produit ici, je constate que ça va. Chaque jour, le professeur Noufounikoun Meda et ses collaborateurs reçoivent des centaines de patients. Des patients de tous les âges souffrant de pathologies diverses. Ce sont essentiellement les irritations et les infections de la surface oculaire à cause de notre environnement qui provoque des allergies, des problèmes d'hygiène. Maintenant, c'est des maladies qui ne sont pas graves parce qu'elles ne rendent pas aveugles. Mais je dirais que parmi celles qui rendent aveugles, nous avons la cataracte, qui est la principale cause de cécité au Burkina Faso. Et puis, nous avons le traumatisme aussi. À côté de la cataracte, il y a une autre cause de cécité qui est le glaucome, qui malheureusement rend encore plus souvent aveugle parce que le traitement coûte cher, il est très long, donc à vie. C'est l'un des services les plus fréquentés. 11 000 à 13 000 nouveaux cas chaque année. Chaque année, le nombre ne fait que croître, tout comme le nombre de malades des yeux, parce que la population quand même vit de plus en plus vieux. Et les problèmes des yeux, ça augmente avec l'âge. Ça, on n'y peut rien. Il faut se préparer pour soigner les yeux. Ce que nous avons dans 5 ans, ça sera plus. Une situation qui s'explique aussi par le fait que de nombreux Burkinabés ne prennent pas bien soin de leurs yeux. Sur un ton ironique, le chef du service ophtalmologique soutient que certains s'occupent mieux de leurs moyens de déplacement que de leurs yeux. Il invite alors la population au contrôle systématique et périodique de leurs yeux. À l'occasion de son 5e congrès consacré à l'ophtalmologie pédiatrique, la Société burkinabé d'ophtalmologie invite la population à une séance gratuite de dépistage le 19 juillet prochain au Centre national de lutte contre la cécité à Ouagadougou. Et l'hygiène des yeux commence par celle du cadre de vie, un combat loin d'être gagné dans les centres urbains du Burkina. C'est le cas notamment à Bobo-Dioulasso, dans plusieurs quartiers de la ville. L'état d'ordure côtoie les concessions et en cette période de pluie, les risques sanitaires sont bien réels. Karim Ilboudo, Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. Voici la physionomie de certains quartiers de la ville de Bobo-Dioulasso. Ordures et habitats font bon ménage. Une situation qui n'est pas du goût des riverains. Ça nous dérange vraiment. Les gens viennent jeter les ordures ici, ce qui amène des mouches et des moustiques. En tout cas, les ordures jetées ici, c'est pas bon. Il y a beaucoup de fois même, on fait la bagarre sur là-dessus. Les gens quittent en haut pour venir ici, venir jeter les ordures là ici. On les parle jusqu'à fatiguer, ça nous donne des maladies, paludisme, les moustiques, ça nous dérange. Des personnes viennent d'ailleurs pour jeter leurs ordures à côté de chez moi.
On se plaint, mais ça continue. Et pour couronner le tout, des enfants qui s'adonnent à cœur joie aux jeux dans les ordures, s'exposant de la sorte à de nombreuses pathologies. Nous essayons de sensibiliser nos enfants en vain. Ils vont chercher des jouets dans les ordures pour s'amuser avec. Les enfants, beaucoup de fois, on les chasse même pour quitter dans l'eau là, parce que c'est pas bon. Mais nos enfants là aussi, ils n'entendent pas aussi. Ce sont les enfants bandits. Ils sont en train de laver leurs habits. S'ils ont fini, ils se lavent aussi pour sortir. Des ordures qui côtoient des habitations, à qui la photo? Les riverains pointent du doigt la commune. Parce que si la commune a construit des dépotoirs, je pense que ça va diminuer. Si tu prends exemple dans la commune, il y a combien de bacs dans la grande ville de Sia? C'est petit pour la ville. C'est la commune qui doit s'en charger, appuyer les associations d'assainissement. Depuis 2006, on a instauré un nouveau système où on a privatisé la filière déchets. C'est-à-dire quoi? Avant, les ménages, on avait déposé les bacs dans les quartiers où les ménages amenaient eux-mêmes les déchets dans les bacs pour les déverser. Il s'est avéré que ce système n'était pas bien. De un, il y avait un débordement de déchets dans les bacs, ça c'est un. De deux, les gens mettaient le feu dans les bacs. Donc ce qui créait beaucoup d'ennuis. Raison pour laquelle la Banque mondiale, qui est le partenaire financier principal de la commune, a jugé nécessaire que ce système est révolu. Il fallait mettre en place un nouveau système. Donc on a privatisé la filière déchets. On a lancé un appel d'offres où c'est des concessionnaires privés qui ont soumissionné. C'est eux qui sont chargés d'enlever les déchets des ménages vers des centres de transit qu'on a mis en place, qu'on appelle centres de collecte. Avoir un cadre de vie sain est un préalable à une bonne santé. Et à cette période de pluie, où de nombreuses pathologies font leur retour, population et responsables de l'assainissement gagneraient à accorder leur violon pour un environnement plus salubre. Les associations de la province du Soum, elles, se donnent les moyens de saisir les opportunités de financement. Première condition, savoir monter correctement un dossier, et ce n'est pas la partie la plus aisée. Bouré Makane et Seydouzon. Accroître les capacités des associations de la province du Soum sur les captures d'opportunités de montage de dossiers de financement, c'est l'objectif de cette session de formation. L'idée est du cadre d'initiative locale pour le développement économique et social du Soum. Pour tout financement, il y a des procédures à respecter et il y a un canevas à suivre. Et donc si vous ne rentrez pas, en tout cas dans cette procédure-là, il va de soi que vos dossiers ne soient pas sélectionnés. Donc raison pour laquelle, afin de renforcer les capacités de nos associations, pour qu'on puisse bénéficier de ces différents fonds-là, nous avons décidé en tout cas d'organiser cette formation-là à l'endroit des associations de la province du Soum. L'activité est soutenue par le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Et selon le premier responsable du département, elle entre dans le cadre du deuxième axe du plan national de développement économique et social, à savoir le développement du capital humain. Sans une population formée, on ne peut pas prétendre au développement. Et toute initiative de formation, le gouvernement a le devoir d'accompagner, sinon initier. C'est une activité que le ministère programme de faire. Et s'il y a des associations qui l'accompagnent dans ce sens-là, c'est de bon ton que nous venons dire merci, soutien, félicitations à cette association-là. Et ce sont 20 associations de la province du Soum qui bénéficient de cette formation sur les captures d'opportunités et les montages de dossiers de financement. Elle est assurée par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi de la boucle du Moun et celui du Nord. Les enfants d'abord, c'est le message porté le week-end dernier dans la commune de Dissine, une commémoration en différé de la journée de l'enfant africain. Ce sont les enfants eux-mêmes qui sont montés au créneau pour interpeller parents et décideurs. Amidou Kipsi Nana. Un défilé à travers les artères de la ville de Dissine, les enfants du département commémorent en différé la journée mondiale de l'enfant africain. Dans un contexte où ils sont victimes d'exploitation, de migration et de traite, les enfants dénoncent toute forme de violence à leur égard et demandent protection. À Dissine, les enfants ont toujours besoin de protection contre tous les formats de violence. Nous demandons aux parents de jouer pleinement leur rôle afin que nous
que les droits de l'enfant soient une réalité aussi, voudrais-je inviter les partenaires techniques et financiers de poursuivre leurs appuis pour une meilleure protection des enfants. Le réseau communal de protection de l'enfant et le partenaire technique et financier ont une conviction: seule la sensibilisation persistante peut freiner le phénomène de violence faite aux enfants. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner parce qu'on a trouvé que c'était une occasion vraiment de pouvoir mieux sensibiliser la population, mieux sensibiliser même ces enfants qui sont victimes là, des questions de violence dont ils font l'objet tous les jours. Donc on a apporté notre accompagnement technique et financier à l'organisation de cette cérémonie. Les premiers responsables de la commune ont promis une attention particulière sur les maltraitances. Quant aux autorités administratives et coutumières, elles se disent concernées par la protection et la promotion des droits de l'enfant. Elles qui ont assisté aux prestations de danse ponctuées de conseils prodigués aux enfants par l'artiste musicien Beyoun Somda, natif du village de Naka dans le département de Dissine. Voilà les Français qui ont également toutes les raisons de faire la fête. Une couronne mondiale au lendemain de la fête nationale. Hier, 14 juillet, la tradition a été respectée à la résidence de l'ambassadeur de France. L'occasion de célébrer également l'amitié entre la France et le Burkina. Mathias Drabo, Christine Koulibaly. Loin de la mère patrie, ces Français du Burkina Faso et leurs amis célèbrent le 14 juillet. 14 juillet, fête nationale depuis 1880. Pour son deuxième 14 juillet au Burkina Faso, Xavier Lapère de Cabane dresse ici le bilan de sa conduite de la diplomatie française au Burkina. Difficile pour lui de passer sous silence deux événements majeurs. La visite du président Macron, qui a été un grand moment de relance de nos relations bilatérales, très nettement, avec un discours à l'université qui a beaucoup marqué en France, mais je pense aussi au Burkina Faso, et peut-être même ailleurs qu'en France et au Burkina Faso, dans d'autres pays d'Afrique. C'était un discours qui est, je pense qu'on peut qualifier de fondateur. Et puis ensuite, évidemment, le président Macron a aussi rencontré le président Kaboré. Il y a eu évidemment, c'était une très forte relance de la relation bilatérale. Donc ça, c'est un moment important dans la vie de la relation entre la France et le Burkina cette année. Et puis, le deuxième élément important, c'est l'attentat dont nous avons été victimes ensemble. Un attentat qui n'entame en rien la dynamique de la coopération franco-burkinabé. Alors, la France est un pays ami, c'est un pays partenaire du Burkina Faso. C'est un partenaire très important parce que c'est le premier donateur du Burkina Faso en termes d'aide publique au développement, avec un appui qui se chiffre dans l'ordre d'un peu plus de 50 milliards par an, 50 milliards de francs CFA. Et c'est un partenaire très important pour la mise en œuvre du PNDS, puisque lors de la conférence des partenaires, la France a annoncé un montant de 302 milliards de francs CFA qui va s'exécuter à travers l'Agence française de développement. Et jusque-là, ça se déroule très bien. Ce 14 juillet est célébré à la veille d'un autre grand événement, la finale de la Coupe du Monde 2018. À quelques heures du coup de sifflet, les Français croisent les doigts. En attendant, place à la fête. Voilà, et là, on l'a vu cet après-midi, les prières des Français ont été exaucées. À l'international, l'armée israélienne qui pilonne les positions militaires du Hamas dans la bande de Gaza, au moins 2 Palestiniens ont été tués dans ces raids menés la nuit dernière et considérés comme les plus importants depuis 2014. C'est le raid aérien le plus important mené par Israël dans la bande de Gaza depuis l'été meurtrier 2014. Des cibles du mouvement Hamas ont été visées dans la nuit. Ce samedi, une médiation de l'Égypte avait débouché sur un cessez-le-feu, mais cet accord n'a pas empêché le regain de violence de la nuit. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des installations militaires du Hamas à Beth Laïa, un camp d'entraînement et plusieurs dépôts de munitions. Côté palestinien, on déplore 2 morts, 2 adolescents de 15 et 16 ans, ainsi qu'au moins 25 blessés, tous dans la ville de Gaza.
Ces frappes font suite à des tirs de roquettes et d'obus de mortier depuis Gaza sur le territoire de l'État hébreu. 3 civils israéliens ont été blessés. Le Hamas n'a pas revendiqué les tirs de roquettes sur Israël, mais un responsable du mouvement a tout de même évoqué une dissuasion contre d'éventuelles futures attaques israéliennes. Depuis le 30 mars, la zone frontière de Gaza avec Israël est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens chassés de leur terre après la création d'Israël en 1948. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, à 21h, votre émission Ecomag, animée par Marguerite Douagneau. Le sujet du jour, les incubateurs. Restez donc fidèles au programme de la télévision du Burkina.